Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Un journal qui, vous le verrez, sera largement consacré à l'actualité culturelle. Nous reviendrons également sur la séance publique législative du Conseil national. Sans plus attendre, voici les titres. Chaque année au mois de novembre, il fait swinguer la principauté. Le Monte Carlo Jazz Festival bat son plein. À l'affiche de cette 8e édition, des pointures du jazz comme Marcus Miller que nous avons suivi. Imaginez une rencontre entre le pape et un metteur en scène aux idées politiques très engagées. C'est en tout cas le thème d'une pièce de théâtre qui s'est jouée au Théâtre des Variétés cette semaine et que nous vous ferons découvrir. Elle permet de soutenir de bonnes œuvres. La kermesse œcuménique de l'église anglicane St. Paul's Church se déroulera à l'espace Fontvieille ce samedi. Coup de projecteur sur les préparatifs de cette 44e édition. Et on clôturera ce journal avec un dossier santé et la 6e convention européenne Alphega Pharmacie au Grimaldi Forum. Et avant de développer ces titres, retour sur la séance publique législative du Conseil national qui s'est déroulée mercredi soir. À l'ordre du jour, l'examen de 4 textes. La proposition de loi qui prévoit la modification de certaines dispositions du Code civil relatives au nom de famille et instaure une procédure de reconnaissance anticipée de l'enfant à naître a été adoptée à l'unanimité. Cela pourrait permettre aux enfants monégasques de porter 2 noms, celui de leur père accolé à celui de leur mère. C'est un événement musical devenu incontournable en principauté. Le Monte Carlo Jazz Festival se déroule en ce moment même. Des légendes sont ou vont monter sur la scène de l'Opéra Garnier pour la 8e année, notamment John McLaughlin, Maceo Parker ou encore Marcus Miller. Ce dernier s'est produit avec l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo et des invités mercredi soir. Fabien Bonilla l'a rencontré. Marcus Miller de retour en principauté. L'impact du temps n'a pas d'effet sur lui, 54 ans, et pas une ride. Ce New-Yorkais de Brooklyn est sans hésiter un des meilleurs bassistes du monde, voire même de tous les temps. Marcus Miller sur la scène de la salle Garnier accompagné de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, un concept original mais pas nouveau. J'ai fait un concert il y a 5 ans avec cet orchestre qui est incroyable. Et maintenant c'est la 12e fois. Et je voudrais présenter quelques très cool special guests. J'ai un homme qui joue l'harmonica, il vient de Genève, Suisse, Grégoire Marais, il est incroyable. Et aussi Robert Glasper qui joue le piano. Je pense qu'il est le nouveau pianiste dans la scène maintenant. Aussi Edmar Castaneda qui joue l'arpe, mais l'arpe avec le jazz, c'est très rare, c'est très différent, mais c'est incroyable. Et aussi, il y a un chanteur Ken Hicks, et il est un chanteur, il chante l'opéra, mais avec les éléments du jazz et les éléments de R&B, c'est très différent. J'aime bien présenter quelque chose de différent au public. Une soirée entre jazz, classique, funk et fusion dans une salle exceptionnelle. Marcus Miller était déjà présent au Monte Carlo Jazz Festival l'an passé. Sa prestation à Monaco à l'époque était un bon souvenir pour lui. En revanche, son départ un peu moins, sur la route entre Monaco et les Pays-Bas où il devait donner un concert. Le 25 novembre 2012, Marcus Miller et son orchestre ont été victimes d'un grave accident. Le bus s'est retourné sur l'autoroute. Je vais bien maintenant, mais c'était très difficile. Juste après le concert ici, à Monaco, nous avons eu l'accident. Les doigts vont bien? Oui. La première chose que j'ai regardé était mes doigts et pour tous mes musiciens, je les ai dit, bougez les doigts, c'est OK? OK? Et ta bouche est OK? OK. Parce que mes musiciens, ils sont très jeunes et très doués et tout leur futur et avant des yeux, c'était difficile, mais tout va bien maintenant, on continue. En effet, Marcus Miller continue entre ses albums personnels et ses collaborations, comme par exemple avec Miles Davis, Aretha Franklin, Mariah Carey, Elton John, Brian Ferry, Frank Sinatra et autres.
On entend la basse de Marcus Miller sur plus de 400 disques. Après sa tournée fin décembre, ce bassiste de légende préparera un nouvel album dans un nouveau style. C'est toujours quelque chose de nouveau. Je voudrais peut-être faire un mélange avec la musique africaine. J'étais nommé un artiste pour la paix par UNESCO cette année. Et aussi, je vais être le porte-parole pour les routes des esclaves. C'est un projet d'UNESCO. Et je voudrais faire quelque chose de musical pour faire une connexion entre l'esclavage et aujourd'hui. Je pense que ce serait intéressant. En attendant, Marcus Miller poursuit sa tournée après Monaco, direction Lagos au Nigeria et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Après cet extrait musical de la prestation de Marcus Miller qui a ouvert le bal, les amateurs de jazz pourront entendre Kelly Evans, Eric Lenini ou encore Raphaël Gualazzi dans le cadre du Monte Carlo Jazz Festival ce vendredi. Les célébrations marquant l'année de la foi viennent de s'achever en principauté. Ultime temps fort, une pièce donnée mercredi soir au Théâtre des Variétés, intitulée Castel Gandolfo 88. Elle raconte la rencontre entre le pape Jean-Paul II et le metteur en scène français Antoine Vitesse. Le récit de Patricia Navarro. Pour ce qui me concerne, vous pouvez m'appeler selon votre idée. J'ai scrupule à vous appeler monsieur. Et pourquoi donc? Deux visions du monde qui se confrontent, un échange d'idées entre deux hommes de conviction. La pièce Castel Gandolfo 88 retrace fidèlement une rencontre bien réelle, celle du pape Jean-Paul II avec Antoine Vitesse, alors administrateur général de la Comédie Française, à l'issue d'une représentation donnée dans les jardins de la résidence du souverain pontife. Un journaliste discrètement enregistre la discussion qui servira donc de fil conducteur à cette pièce 25 ans plus tard. C'est plus une profession de foi finalement qu'une pièce. Non, la genèse en fait, c'est la rencontre à Castel Gandolfo entre Jean-Paul II donc, et mon ancien professeur du Conservatoire de Paris, Antoine Vitesse. Rencontre improbable dans les jardins de Castel Gandolfo, où deux êtres aux antipodes vraiment de l'intelligence, de l'art, se rencontrent et finalement disent la même chose. Un théâtre de lumière, un théâtre de parole, un théâtre d'intelligence, et surtout un énorme, énorme respect dans la différence. Et ça, c'est éblouissant. Enfin, c'est une grande leçon, je pense, d'humanisme voilà, et de théâtre, parce qu'il se dit des choses très importantes. Mais moi, je suis bouleversé, vous savez, d'interpréter mon ancien professeur du conservatoire. C'est bouleversant. C'est une perte d'identité, parce que je le vois en classe, en train de nous enseigner le théâtre. Et puis maintenant, je joue son personnage. Vraiment, c'est très enrichissant et très humble, finalement. Face à Charles Gonzalez, sur scène, Bernard Lano interprète, lui, le pape Jean-Paul II, figure mythique qui a tant marqué les esprits. On voit d'abord beaucoup de bonheur, parce que c'est effectivement une figure énorme de notre inconscient collectif maintenant. Mais aussi beaucoup d'humilité, parce qu'au-delà de l'interpréter, et surtout dans le contexte de cette pièce, c'est vraiment une évocation et surtout le but est de faire parvenir la parole, de faire parvenir le message. Voilà, donc c'est vrai qu'il y aura l'habit du pape avec ce que cette solennité entraîne, mais l'essentiel c'est quand même la parole. Donc au-delà de l'humilité d'interpréter une personnalité, c'est surtout de restituer, de faire entendre, de faire passer le message, voilà, qui est très fort et universel et éternel.
Castel Gandolfo 88 est une création monégasque sous l'égide du service diocésain à la culture et du phare. La mise en scène est signée Pascal Vitiello. La pièce sera jouée à Paris à partir du 5 décembre à l'Espace Bernanos. Un bel hommage alors que Jean-Paul II sera canonisé le 27 avril prochain. Événement caritatif très attendu, la kermesse œcuménique de l'église anglicane se déroulera ce samedi à l'espace Fontvieille. C'est l'une des braderies les plus populaires de la Côte d'Azur. Voyez ce reportage de Dominique Poulain. Les bénévoles s'activent afin de finaliser les préparatifs de la kermesse œcuménique. Vêtements, décorations de Noël, antiquités, bijoux, vaisselle, mais aussi livres et CD sont déballés et triés. Samedi, tous ces objets orneront sur 25 stands le pourtour de l'espace Fontvieille pour une vente au public. Car la kermesse a des visées caritatives. Les fonds récoltés seront versés au profit des bonnes œuvres de l'église anglicane St. Paul Church. Les bénéfices que nous faisons sont partagés entre plusieurs charités que nous avons. Et comme ça, ils peuvent l'utiliser avant Noël, aussi bien gâter les personnes pour un très bon repas ou alors même payer les loyers des personnes qui seraient mises à la porte autrement, etc. Chaque église et l'association britannique donnent l'argent à leurs fidèles et chacun aide ce qu'il pense est le plus important. Collecte, tri et stockage, il a fallu plus de 2 mois pour préparer cet événement et tout le monde donne de sa personne. Jen D'Amico, la présidente de la kermesse œcuménique, a assisté à tous les rendez-vous depuis le début, depuis plus de 40 ans. Et ses yeux ont tout vu de l'histoire de cette manifestation. Au départ, la kermesse avait lieu à Nice avant d'être organisée à Monaco. Pourquoi c'est venu à Monaco? Je pense que certainement la princesse Grace avait affaire là-dedans. Elle nous a toujours aidés depuis le début. Elle a été formidable et elle a donné beaucoup d'élan à cette kermesse. Elle nous a toujours été là quand on avait besoin. Et elle aimait beaucoup cette kermesse, je dois dire. La kermesse a surtout changé d'endroit, très souvent. Nous avons commencé quand il y avait ce qu'on appelle la halle de centenaire. Et de là, nous sommes allés à le Sporting d'hiver, qui va bientôt plus exister. Et à l'époque, il y avait aussi, où il y a le théâtre Princess Grace, il y avait déjà un endroit où on pouvait déposer les affaires. Et on a fait ça quelques années. Et puis finalement, on est venu au chapiteau et c'est merveilleux parce qu'il y a beaucoup d'espace. Et depuis, nombreux sont les visiteurs à venir des Alpes-Maritimes, bien sûr, mais aussi du Var et d'Italie. L'an dernier, plus de 10 000 personnes ont fait le déplacement jusqu'à l'espace Fontvieille pour une journée qui se déroule dans la fraternité et la convivialité. Une journée qui avait permis de récolter près de 70 000 €. Direction le Grimaldi Forum. À présent, le centre de congrès accueille depuis ce jeudi la convention européenne Alphega Pharmacie. Ce grand rendez-vous pharmaceutique a été présenté à la presse quelques heures avant le début de la convention. Émilie Rousseau vous en dit plus. À l'heure actuelle, elle représente plus de 6000 pharmacies à travers l'Europe, ce qui fait d'elle le leader dans son domaine. Depuis jeudi, Alphega organise sa convention européenne au Grimaldi Forum. Alphega est un réseau de pharmacies indépendants. Il offre à ses adhérents une large gamme de services pour gérer leur officine. Plus de 1000 représentants des plus grands laboratoires et fabricants pharmaceutiques sont attendus en principauté pour ce rendez-vous où les nouvelles technologies et les nouveaux produits sont présentés jusqu'à vendredi. Nous allons donner des informations sur le plan marketing, sur le plan commercial bien sûr, mais aussi une vision du monde. Et surtout, nous allons aider les pharmaciens à avoir tous qu'est-ce qu'il faut pour évoluer dans une profession qui devient de plus en plus difficile. Organisée tous les 2 ans, cette convention a pour thème cette année la relation et la compréhension avec le patient. C'est un thème qui me tient à cœur et qui tient également à cœur de tous nos adhérents. La passion pour le patient, c'est vraiment la façon
par laquelle le pharmacien peut se différencier. On parle beaucoup de vente par Internet, on parle beaucoup de grande distribution. Essentiellement, c'est ce lien unique que le pharmacien peut avoir avec son patient. C'est cette écoute et c'est cette prise en charge du patient qui différencie le pharmacien par rapport aux autres commerçants. Donc pour moi, la passion pour le patient, c'est l'avenir du métier de pharmacien. Cette convention permet aux adhérents de partager leur expérience et pourquoi pas de développer leur réseau et de signer des partenariats. À l'avenir, Alphega compte se développer à l'international. Pour rappel, il intervient actuellement dans 8 pays en Europe. Froid, beau ou venteux, comment le temps va-t-il évoluer ces prochains jours? Voici vos prévisions météo. La journée de vendredi sera belle et douce avec peu de vent et beaucoup de soleil. Attention, samedi, le temps va se dégrader avec l'arrivée de perturbations nuageuses. Le fond de l'air sera frais, des averses et des rafales sont attendues. Dimanche, le ciel va de nouveau s'éclaircir. Lundi, une alternance de nuages et de soleil rendra la journée agréable. Mardi, le ciel sera bleu mais légèrement voilé. La bonne nouvelle, c'est que les températures vont légèrement remonter. Vendredi, vous n'aurez que 9 degrés au lever du jour, mais le mercure affichera 15 l'après-midi. Samedi sera plus frais avec 11 degrés au meilleur de la journée. Dimanche, lundi et mardi, il fera entre 10 et 15 degrés. Des températures plutôt douces alors qu'on entame le mois de décembre. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À suivre, Vanessa Dessy et Lionel Bernardi au volant de la Porsche Panamera. C'est votre magazine Asphalte. À très bientôt sur Monaco Info.